dans un monde, et Madame la secrétaire générale l'a rappelé, le monde est en plein d'inquiétudes. C'est un monde qui vacille et aujourd'hui, notre responsabilité collective, à nous les associations engagées sur le secteur social, c'est de tenir le cap. Tenir le cap face aux incertitudes qui sont tous les jours plus importantes. Et on parle beaucoup de la théorie du fou pour certains dirigeants, mais les incertitudes sont devenues quotidiennes. Tenir le cap aussi pour faire société, parce que quand on est dans un monde d'incertitude, c'est difficile de faire société, c'est difficile de rester solidaire. Et enfin, tenir le cap aussi pour que la solidarité et la dignité des personnes ne cèdent jamais, jamais devant la force et l'indifférence. Il faut le dire, les années que nous traversons ne sont pas faciles. Elles ne l'ont pas été et je pense qu'il est illusoire de penser qu'elles le deviendraient du jour au lendemain. Ceux qui nous promettent ça sont des marchands de rêve. Les crises qui s'additionnent aux crises, les tensions économiques, les équilibres sociaux qui se fragilisent, les incertitudes géopolitiques, et c'est de pire en pire, ce sont aussi des années difficiles qui éprouvent les organisations autant que les consciences. Mais c'est pas récent. J'ai retrouvé un texte ancien de Émile Verhaeren qui faisait un poème il y a 130 ans. Et déjà, il disait, dans Les Villes tentaculaires, « Le monde moderne est ivre de ses forces. Il marche, il court, il gronde, sans savoir dans quel but il se précipite. » Je pense qu'on peut remettre ça au jour et ça s'applique parfaitement à notre situation. Mais on a quand même l'impression aujourd'hui que les passions tristes, celles qui étaient définies comme étant les passions tristes, c'est-à-dire la peur, le repli, la défiance, l'égoïsme, commencent à gagner du terrain et traversent le débat public comme étant une sorte de litanie dont on n'a pas à se séparer, dont on ne peut pas se séparer. On pourrait craindre que ces passions tristes l'emportent. Et c'est là où nous, associations, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour remettre au centre du jeu les passions heureuses. Ces passions heureuses qui sont celles qui consistent à accompagner les gens sans renoncer, à réparer sans juger, à relier sans exclure, à redonner du pouvoir d'agir là où il a été abîmé. Et aussi, ces passions heureuses doivent être notre moteur. Et je sais que les 5000 salariés de la LEFPA ont comme moteur ces passions heureuses, comme moteur de vouloir aider, accompagner les gens. Et c'est précisément dans les périodes de tension qu'on a encore plus besoin d'être exigeant pour maintenir ces actions. Et c'est au moment où les cadres évoluent sur la prise en charge des personnes vulnérables qu'on doit ne jamais mettre en cause notre travail auprès des publics fragiles. Nous ne sommes pas une variable d'ajustement, nous ne sommes pas un coût pour la société, nous sommes une chance pour la société. Il faut tenir et faire face. Et à la LEFPA, cela relève d'une belle communauté humaine. Vous en avez entendu une partie ici tout à l'heure, et je crois qu'on va encore les entendre plus tard. Et je voudrais ici saluer tous les professionnels, les bénévoles, les cadres, les agents administratifs, les éducateurs, bien d'autres métiers. On a vu tout à l'heure la juriste. On a plein de métiers à la LEFPA. Je crois qu'on a à peu près 200 métiers différents. Et tous ces gens travaillent avec la même volonté, avec le même engagement et le même cœur dans leur action pour aider des personnes dans le cadre de missions qui sont souvent difficiles, qui sont souvent complexes, qui sont souvent des fois dangereuses, et pour faire en sorte que le lien social, pour faire en sorte que l'exclusion recule au profit de l'inclusion. Finalement, nos missions sont difficiles, mais elles sont essentielles, et même si nous sommes des invisibles qui s'occupent d'invisibles, c'est par notre engagement que nos collaborateurs, comme ceux de toutes les associations, rendent le monde plus vivable. Je crois que nos métiers, on les appelait essentiels au moment de la crise du Covid, et puis maintenant on pourrait les appeler oubliés. Et je crois qu'il faut qu'on se batte pour que nous restions des métiers essentiels, parce que nous sommes une partie du ciment de la société. Quel que soit le métier que l'on fait, nous sommes invisibles mais solidaires. Et lorsque des événements nous éprouvent, la communauté de la LEFPA se soulève collectivement. Et je pense par exemple aux catastrophes climatiques, les cyclones, que ce soit le cyclone Chido à Mayotte ou celui qui est arrivé à La Réunion, les tempêtes tropicales aux Antilles, mais aussi les inondations dans le Pas-de-Calais. À tout moment, les collaborateurs de la LEFPA se mobilisent ensemble pour surmonter et pour aider leurs collègues à surmonter ces situations.
Je salue également les associations partenaires de la LEFPA, qui sont ici représentées et avec lesquelles on a grand plaisir de travailler. Alors, ne sont représentées que celles des Hauts-de-France et du Nord en particulier, mais nous avons un peu plus de 350 conventions de partenariat avec des partenaires associatifs. Et nous avons des projets communs. Je citerai en vrac quelques exemples. Le groupement momentané d'entreprises avec Temps de Vie et puis la SRL, qui accueille un peu plus de 600 mineurs non accompagnés dans les Hauts-de-France avec la LEFPA, mais aussi l'ISEMA, que nous venons d'obtenir avec la FEJ et la Sauvegarde, et qui sera le premier établissement que l'on constituera ensemble pour répondre aux doubles vulnérabilités, aux cas complexes, aux enfants qui aujourd'hui cherchent une situation et une prise en charge qui n'existe souvent pas, ni dans l'ITEP, qui est trop médicalisé, ni dans la maison d'enfants à caractère social, qui n'est pas adaptée à ce type de public. Il faut donc inventer. Et dans ce cadre-là, nous avons proposé ce projet commun. Et pour tenir nos missions, donc, avec nos collègues d'association, nous savons faire, nous voulons le faire. Et quel que soit le territoire, nous collaborons et nous coopérons dans le sens de travailler avec. Et je voudrais dire ici que nous sommes pour la coopération et la collaboration entre associations. Nous sommes contre le remembrement imposé des associations. Et c'est là un élément important, puisque il ne faut pas considérer que le regroupement autoritaire d'associations ou de projets ou la redistribution des autorisations suivant un schéma national soit la vérité que nous soutenons. Nous sommes des associations, nous avons notre liberté associative, notre engagement associatif, nous travaillons ensemble, mais nous nous respectons en tant qu'équipe. Et l'accompagnement, il ne doit pas se dégrader en fonction de la situation économique. L'accompagnement, il doit se poursuivre quelle que soit la situation économique, et je dirais encore plus quand elle est dégradée. Je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, à Saint-Martin, nous avons une épicerie solidaire. L'épicerie solidaire, elle donne à manger à 700 personnes. Au mois de juin, donc il y a un coût, au mois de juin, on nous apprend qu'une subvention d'État qui était de 140 000 euros est ramenée à 50 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de donner à manger? Qu'est-ce qu'on fait? Notre conseil d'administration, et je l'en remercie, a décidé que nous allions poursuivre l'action. Nous avons poursuivi l'action et recherché d'autres financements que nous avons en partie trouvés grâce à des partenaires. Je citerai ici la MGEN qui nous a donné une subvention dans ce cadre-là pour permettre de continuer à mener nos actions. Même exemple, ici dans le Nord, et je crois que la personne qui s'occupe de ce dossier est ici présente, Morgane, on a créé un atelier de socio-esthétique pour les personnes en difficulté sociale, pour les grands marginaux. C'est une reconquête de soi. Et on sait très bien que le début de la réinsertion commence par d'abord l'estime de soi. C'est un travail énorme, 150 personnes accompagnées, handicapées, en difficulté sociale. Et une autorité publique, à un moment donné, nous dit, ben voilà, c'est un budget de 25 000 euros, 25-30 000 euros, on arrête. On n'a plus la ligne. On n'a plus la ligne. Allez dire aux gens, on n'a plus la ligne. C'est possible, vous pensez, de dire à une personne dont on s'occupe toutes les semaines, bah écoutez, on arrête de s'occuper de vous, on n'a plus la ligne. Donc là, on a cherché d'autres financements et on a trouvé, grâce à la secrétaire générale, on a trouvé le financement par Malakoff Humanis. Tout le monde est en train d'y travailler pour essayer de refinancer cette affaire et de permettre de continuer le service rendu. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que nous passons du temps à essayer de maintenir des activités, pas pour les maintenir, parce que derrière chaque activité, il y a une vie et une histoire qui se déroulent, il y a un à-coup social qui se déroule, qui intervient, et il faut vraiment qu'on soit tous solidaires, et nous tous, que nous respections cette idée. C'est une fidélité que nous devons avoir, et c'est une fidélité et une responsabilité qui se traduit aussi pour nous par des reprises d'activités. Par exemple, cette année, on a repris en Martinique, à Marie-Galante, en Franche-Comté et ailleurs, un certain nombre d'établissements, et on en a créé de nouveaux, de manière automatique. C'est ce qu'on appelle de la croissance interne, par des réponses à l'appel à projets, par des projets nouveaux que l'on soumet aux autorités de tutelle. Donc ça continue. Et nous avons donc un certain nombre de nouveaux collaborateurs qui nous fait passer à près de 5000 salariés à la LEFPA. Et je veux ici les saluer et leur souhaiter la bienvenue.
Alors, il y en a qui sont parmi nous et qui sont arrivés lundi, donc c'est vraiment des tout nouveaux, mais tous les nouveaux collaborateurs, qu'ils viennent d'une autre association nous ayant rejoints ou qu'ils soient arrivés directement à l'ALEFPA, sont bien évidemment les bienvenus. Ils enrichissent notre diversité, et la diversité, c'est véritablement la force de l'ALEFPA. C'est pas... Parmi les leviers d'inclusion, je vais vous en citer deux, j'en ai évoqué un, mais je vais vous en citer deux. Le premier levier d'inclusion que nous portons, c'est le sport. Et au sein d'ALEFPA, le sport est une activité singulière à laquelle nous sommes tous attachés. Alors, je ne vais pas dire on est tous sportifs, mais on est quasiment tous sportifs, certains devant la télé, mais en tout cas tous ensemble, on fait du sport, on participe. Je citerai quelques exemples tout à l'heure. Et nous considérons ici à l'ALEFPA que le sport n'est pas une activité périphérique. C'est un espace de reconnaissance, c'est un espace de confiance, et c'est aussi un lien social et une fierté retrouvée quand on a des jeunes qui vous regardent en disant « voilà, j'ai fait ça ». Et c'est super, c'est vraiment un bon moment. J'en profite pour vous dire que j'ai ici une pensée particulière pour Didier Prevost, président de d'ALEFPA Sport, dont je veux saluer la mémoire et qui nous a quittés l'année dernière et que je vous demanderai d'applaudir. Didier, par son engagement, par sa vision du sport, il a fait du sport un formidable outil de valorisation et d'inclusion pour les personnes accompagnées. Je crois qu'il a transformé l'ALEFPA Sport, il en a fait l'outil nécessaire et moderne pour développer le sport comme méthode d'inclusion. Et je veux également en profiter pour féliciter Odile Prevost, c'est son épouse, pour ceux qui n'auraient pas compris, qui a accepté de reprendre le flambeau. Merci Odile, bravo. On peut aussi l'applaudir. Parce que grâce à son engagement et à celui des bénévoles d'ALEFPA Sport qui sont ici présents, le sport demeure à l'ALEFPA un lieu d'émancipation, de dignité et de participation. Là encore, il ne s'agit pas de performance, mais de reconnaissance et du pouvoir d'agir. Évidemment, on a quelques manifestations sportives. Vous devez voir sur les réseaux sociaux les Alefpiades, le trail des Moutiers. Et puis, je ne peux pas non plus m'empêcher de parler du Fata Raid. Donc, on a un raid cycliste fantastique. Tous ceux qui l'ont fait une fois le refont. D'ailleurs, on a là trois jeunes hommes, Philippe, Daniel et puis Sébastien, qui sont complètement addicts au raid et que vous pourrez leur demander comment ça se passe. C'est 2 jours où on fait du vélo avec plein de publics différents, avec des handicaps différents, avec des gens en précarité sociale. M. Caron, l'ancien président de l'ALEFPA, l'a fait 2 ou 3 fois. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est un lieu magnifique. C'est un partage d'humanité que je trouve extraordinaire. Au-delà du sport, l'autre volet sur lequel on investit, c'est la culture. La culture, et je salue ici Catherine de Broucker, donc, qui porte le projet culturel national de l'ALEFPA. Ça se décline dans les territoires. L'idée, c'est d'avoir un projet culturel national et de pouvoir le décliner dans les territoires et faire en sorte que ça assure aussi une cohérence dans la démarche à mener. On a eu quelques projets comme une comédie musicale autour des troubles 10 que les plus anciens d'entre vous ont pu voir physiquement. Et puis l'année dernière, un remarquable concert citoyen dont je me souviens, je me rappelle l'émotion d'Olivier quand il était venu voir le concert citoyen, parce que c'est vraiment un moment d'émotion partagée. Et c'était un superbe projet. Et le projet, donc, en ce moment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Culture et Territoire. L'avantage, c'est que tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'aller le tester. Il ne faut pas monter sur scène, il faudra goûter. Je crois que le prochain projet, j'ai entendu dire, un petit mot m'a dit que ça allait s'appeler Cabaret des rêves. Cabaret des rêves avec Catherine Goss. Et je crois que ce sera un beau projet qui mêlera différentes formes d'art et de représentation. Alors, on l'attend avec impatience et j'espère que vous travaillerez beaucoup sur le résultat pour qu'on puisse le voir peut-être dans l'année prochaine à l'Assemblée générale. Et notre ambition, donc, tout ça, ça ne repose que sur les valeurs partagées, sur la communauté des collaborateurs, mais ça repose aussi sur le mode managérial que l'on met en place. Aujourd'hui, on essaye de travailler beaucoup sur l'évolution de notre management et on a fait en 2026, en ayant travaillé d'abord avec les directeurs territoriaux, puis avec l'ensemble des directeurs, et maintenant c'est en train
de ruisseler, c'est une expression qu'on peut encore utiliser, de ruisseler, donc le ruissellement du management empathique et bienveillant, et qui repose sur une idée toute simple, c'est le pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc nous, ce qu'on essaye de faire auprès de nos collaborateurs, c'est de donner le cadre, et que dans le cadre, on laisse un pouvoir d'agir. Donc c'est un management qui repose sur la confiance, un peu particulier. On le met en place. On est vraiment en train d'avancer sur cette démarche qui s'inspire de l'Ubuntu, qui veut dire « je suis ce que je suis parce que nous sommes ». Et quelque part, donc c'est vraiment dans cette voie-là que nous travaillons pour favoriser la possibilité, le pouvoir d'agir, l'activité libérée des collaborateurs, faire en sorte que l'innovation puisse naître comme ça sur le terrain. Et l'innovation, c'est aussi au cœur de notre action. Elle naît de l'expérience des professionnels. À un moment donné, on disait ce qui est fait partout peut être fait par tous. Et ça veut dire que sur le terrain, il se passe des choses extraordinaires. Sur le terrain, on découvre de temps en temps qu'il y a une expérimentation. Ça ne s'appelle pas expérimentation, ça s'appelle j'ai fait ça parce que je trouvais que c'était bien et que les enfants, ils ont trouvé que c'était bien. Mais ça devient une expérimentation, on l'entraîne, on développe une démarche. On a au niveau de la direction générale des services experts et qui théorisent un petit peu. Et puis ensuite, il faut qu'on ait une démarche académique pour pouvoir positionner et faire en sorte que cette innovation soit réussie. Et vous savez ce que c'est, une innovation qui réussit? C'est une innovation qui n'en est plus une. Le jour où on dit, tiens, ça, c'est un dispositif commun, c'est plus une innovation, mais ça veut dire que quand on l'a créé, c'est une innovation qui a réussi. Une innovation qui dure un certain temps et dont on se dit, on est toujours en mode start-up, c'est une innovation difficile. Il faut qu'à un moment donné, elle fasse sa mue, et quand elle a disparu en tant qu'innovation, elle apparaît en tant que dispositif, et là, on a réussi. Et pour faire ça, on a donc à la chance à la LEFPA, c'est statutaire, d'avoir un conseil scientifique. Et je profite de ce moment pour saluer et remercier très sincèrement Marie-Hélène Canu, qui est son ancienne présidente. Elle a quitté sa présidence il y a quelques mois, et je la salue pour la qualité de son engagement, pour la rigueur de sa réflexion et sa capacité à faire dialoguer la recherche et le terrain. C'est vraiment ça qu'on attend du conseil scientifique, c'est être capable de faire grandir une expérimentation ou de faire venir sur le terrain quelque chose d'académique. Et on essaye comme ça en train de faire des liens. Alors nous, à la LEFPA, on a un projet en ce moment qui s'appelle Dépasse. Dépasse, ça veut tout dire. C'est un projet qui s'intéresse à la protection de l'enfance et en particulier à ces enfants dont je parlais tout à l'heure qui sont avec une double vulnérabilité. Et comment on les prend en charge, comment on les accompagne. Et il y a donc, porté par Elsa Kowalczuk, je l'ai vue tout à l'heure, mais je ne sais pas où elle est. Elsa, elle est là, Elsa. Donc, vous pouvez l'applaudir parce que c'est un peu notre scientifique de la DG. Donc, sur un budget financé avec la CNSA, elle travaille avec l'université de Lille sur la théorisation et tout du moins l'analyse des évolutions et des recommandations à faire pour mieux prendre en charge ces publics difficiles. De ce point de vue-là, elle n'élève pas à une longueur d'avance et fait en sorte que toutes les vulnérabilités soient prises en compte, que le travail que l'on réalise au quotidien soit vraiment un travail à la fois d'expertise, d'analyse, de théorie, mais aussi d'expérimentation. C'est comme ça qu'on avance, plus vite pour améliorer le travail qui est réalisé. Et je crois que dans la société, on a besoin de ces expérimentations, on a besoin de ce travail parce que c'est ça qui permet que la société fasse société. Simone Veil rappelait que ce qui fait la dignité d'une société, c'est la façon dont elle prend en charge les plus vulnérables de ses membres. Je crois que c'est vraiment ça qui fonde exactement notre engagement. Et pour conclure, parce que je crois que j'ai atteint mon temps, et pour conclure, je voudrais vous dire, en octobre dernier, j'étais en Guadeloupe. Et je raconte pas mes vacances, j'étais en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, on a organisé un séminaire autour du pouvoir d'agir en management avec l'ensemble des directeurs de l'ensemble de la Caraïbe. Il venait de Guadeloupe, Saint-Martin, la Martinique, Marie-Galante, etc. Et ils ont travaillé ensemble pendant une journée. Et l'idée, c'était à la fin qu'ils inscrivent leur phrase totem. Et donc leur phrase totem, c'est « engager chaque jour pour faire de nos valeurs des réalités pour tous ». Je trouve qu'elle est extraordinaire, cette phrase. Engager chaque jour
pour faire de nos valeurs des réalités pour tous. Et on a dit, il faudrait peut-être la transposer en créole. Et ça, après la réunion, vous allez me la répéter, parce que je vais vous la dire. C'est passer on l'en qu'à la vélote. Passer on l'en qu'à la vélote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut se laver, pour se laver les mains, il faut les deux mains. Et qu'il faut donc que ce soit en solidarité qu'on peut se laver les mains. Passer en la main qu'à la vélote. On y va? Allez, qui c'est qui? Passer en l'en qu'à la vélote. Enfin, pour terminer, à chacun et chacune d'entre vous, personnes accompagnées, professionnelles, bénévoles, partenaires, je veux dire aussi ma reconnaissance et ma confiance pour tenir le cap et ne laisser personne jamais au bord du chemin. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers amis, parler aujourd'hui de l'ALEFPA, c'est parler d'une association qui choisit de regarder loin. Loin dans l'espace, vers ces territoires d'outre-mer qui sont au cœur de notre engagement et dont je m'honore d'en représenter les intérêts au sein de notre conseil d'administration. Loin dans le temps, vers l'avenir que nous voulons rendre possible, plus inclusif, plus solidaire, plus durable. Les Outre-mer, une opportunité et un devoir. Les Outre-mer ne sont pas une périphérie de la République. Ils en sont une part essentielle, vivante, diverse, parfois éprouvée, mais incroyablement créative et résiliente. Pour l'ALEFPA, être présente dans ces territoires n'est pas un hasard. C'est un devoir et c'est aussi une chance. Un devoir parce que les fragilités sociales y sont souvent plus fortes, plus anciennes, plus visibles. Renoncer à y agir serait accepter l'idée de territoire oublié. Nous ne le pouvons pas, nous ne le devons pas. Mais c'est aussi une chance, car les Outre-mer sont de véritables laboratoires d'innovation sociale. Ils savent inventer, s'adapter, créer des solutions nouvelles, souvent avant les autres, et l'actualité récente le montre. En Guadeloupe, l'ALEFPA a ouvert de nouveaux locaux pour le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs et mis en place des dispositifs de lit, halte soins santé, pour les personnes en grande vulnérabilité. En Martinique, nous travaillons avec nos partenaires à développer des résidences autonomie et à renforcer l'inclusion dans l'accès au logement. À La Réunion, l'année 2025 n'a pas été une année comme les autres. Elle a été marquée par le 50e anniversaire de la présence de l'ALEFPA dans l'océan Indien. Depuis un demi-siècle, nous bâtissons, nous accompagnons et nous innovons sur ces terres. Ce cinquantenaire a été l'occasion de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont tracé le chemin, mais c'est surtout le tremplin de nos ambitions futures. Symbole de cette maturité, nous venons de marquer l'histoire du médico-social en livrant à La Réunion la toute première résidence autonomie de l'ensemble des DROM. C'est la preuve éclatante que notre expertise cinquantenaire est plus que jamais tournée vers l'avenir. Nous travaillons également à l'accompagnement d'un GEM, groupe d'entraide mutuelle, qui permet aux personnes en situation de handicap de s'entraider librement avec un parrainage de l'ALEFPA. À Mayotte, à Saint-Martin, nous agissons avec les acteurs locaux pour construire des réponses adaptées, durables, ancrées dans la réalité quotidienne. Notre organisation institutionnelle nous permet d'être plus réactifs et d'amplifier nos dispositifs d'insertion sociale. Nous n'arrivons jamais au-dessus des territoires, nous travaillons avec. C'est toute la signification de notre signature, l'ALEFPA, l'Association des territoires. Fort de cet héritage,
nous accélérons notre développement. Dans le domaine de l'habitat inclusif, nous avons contractualisé une nouvelle convention cadre avec CDC Habitat qui va nous permettre de démultiplier des modèles de logement inclusifs aux Antilles et dans l'océan Indien. Dans le domaine du sport santé, Olivier en parlait tout à l'heure, l'inclusion passe aussi par le corps et le sport. Lauréat d'un appel à projet de l'Agence nationale de sport au sein d'un consortium, l'ALEFPA va contribuer en 2026 au déploiement d'un plan de formation majeur pour le sport adapté dans les DROM. Parallèlement, parce que nos territoires sont aussi des terres d'exception, notre nouveau partenariat national avec la Fédération française de randonnée permettra de rendre nos sentiers accessibles à tous. Faire des DROM des terres de randonnée inclusives est une de nos priorités pour 2026. Concernant la coopération internationale, pour notre association, elle n'est pas qu'un décor, c'est un levier d'efficacité. Nous l'expérimentons chaque fois que nous échangeons avec les structures partenaires en Europe, en Afrique et au-delà dans le cadre de programmes de formation, d'inclusion ou d'innovation sociale. Ces rencontres nous permettent de comparer nos pratiques, de découvrir d'autres façons d'agir, parfois très simples, souvent inspirantes, et d'enrichir nos propres dispositifs. Dans l'océan Indien, comme dans l'espace européen et africain, nous avançons avec un principe clair, le respect des contextes locaux et la réciprocité. Nous n'exportons pas des modèles, nous co-construisons des réponses avec les professionnels, les familles et les personnes accompagnées. D'ailleurs, nous portons haut les couleurs de la solidarité française. En réponse à un appel à projet de la DRAGES Hauts-de-France, nous lançons actuellement des partenariats stratégiques avec des ONG au Sénégal. Ce pont entre le Nord et le Sud, que nous prolongeons également à Madagascar, démontre que l'inclusion est une valeur universelle sans frontières. C'est ainsi que la coopération internationale devient une force. Elle élargit nos horizons, renforce nos équipes et rappelle que face au défi de l'autonomie et de l'inclusion, nous sommes tous membres d'une même communauté d'apprentissage et de fraternité. Nous vivons un temps où la question écologique n'est plus abstraite. Dans les Outre-mer, elle se lit dans les sols, dans la mer, dans le climat, dans le quotidien. Ici aussi, elle devrait être au centre de nos préoccupations et de nos ambitions. Pour nous, l'écologie n'est pas un supplément moral. Elle fait partie de notre responsabilité sociale et sociétale. Parce que les premières victimes des crises écologiques sont les plus fragiles, celles et ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger, de déménager, de compenser. Agir écologiquement pour l'ALEFPA, c'est donc protéger la nature et protéger les personnes. C'est aussi inscrire la solidarité dans la durée. C'est refuser de sacrifier demain au confort d'aujourd'hui. Enfin, le projet agricole, c'est non seulement cultiver la terre, mais c'est aussi cultiver l'avenir. C'est dans cet esprit qu'est né le projet agricole de l'ALEFPA. Il n'est pas seulement agricole, il est éducatif, social et écologique. Dans nos projets agricoles, en Outre-mer et sur le territoire hexagonal, les personnes accompagnées retrouvent un cadre, des repères, une utilité, une fierté. La terre apprend la patience, le travail collectif apprend la responsabilité. La transformation et la vente créent des parcours d'insertion et d'autonomie. Nous défendons une agriculture de proximité, respectueuse des sols, des cycles et des paysages. Une agriculture qui relie les habitants, les professionnels, les partenaires, les territoires. Une agriculture qui renforce l'autonomie alimentaire, enjeu si crucial, notamment dans nos îles. Dans ces champs, dans ces ateliers, on cultive des légumes, des fruits, des plantes, mais on y cultive surtout le lien, la dignité et l'estime de soi. Ce soir, vous pourrez en apprécier les réalisations, Olivier en parlait tout à l'heure, dans le petit marché que nous vous présentons. Vous pourrez ainsi découvrir, après cette cérémonie, la vanille de la Réunion, les fruits secs de la Guadeloupe, la confiture et le miel de la Marne
et bien d'autres productions. Chaque produit a une vie, une histoire fondée sur l'inclusion et le pouvoir d'agir des publics vulnérables. Notre horizon ne s'arrête pas là. Il s'appelle inclusion. Une société n'est vraiment forte que lorsqu'elle n'abandonne personne. À travers notre présence outre-mer, notre engagement écologique, notre projet agricole et nos actions internationales, c'est une vision cohérente qui se dessine. Une société inclusive, une société solidaire, une société durable. Et pour dire cette ambition, je pense à Aimé Césaire qui écrivait « Il n'y a pas de vraie grande valeur sans solidarité et il n'y a pas d'avenir si l'on détourne le regard de la détresse humaine. » Ces mots pourraient être notre boussole. Oui, les Outre-mer sont pour la LEFPA une opportunité, celle d'apprendre, d'innover, d'élargir notre horizon. Ils sont aussi un devoir de présence, de justice, de fidélité envers ceux qui comptent sur nous. En reliant écologie, agriculture, inclusion et solidarité, nous faisons plus que gérer des établissements, nous contribuons humblement mais résolument à bâtir une société plus juste, plus responsable, plus humaine. C'est cela, être l'association des territoires. C'est cela notre engagement. Mesdames et messieurs, de la célébration de nos 50 ans dans l'océan Indien à nos projets au Sénégal, de la livraison des résidences à la randonnée adaptée, la LEFPA prouve que l'expérience est le socle de l'audace. Au nom de la LEFPA et en mon nom personnel, je vous adresse mes vœux les plus sincères de santé et de réussite, que 2026 soit l'année de l'engagement renouvelé et, comme on dit chez nous, bonne année à toutes. Excellente année à toutes et tous. Mesdames et messieurs, donc c'est dans un moment de doute, de tension que nous ouvrons cette année 2026. Doute où certains remettent en cause ce qui est un élément majeur de notre vie collective, de notre vie politique, de notre moyen de vivre en commun, c'est l'état de droit. Je vais vous parler de l'état de droit international. L'année dernière, au même moment, nous ne savions pas comment fonctionnerait M. Trump. Nous le savons maintenant. L'état de droit international est menacé de toutes parts. Mais l'état de droit national aussi, et je vois Pierre Mathieu dans la salle, il doit enseigner ça à ses étudiants en permanence. L'état de droit national aujourd'hui est considéré comme peut-être un obstacle pour, entre guillemets, des ambitions personnelles et voire même des ambitions de prise de pouvoir par la force. Il faut défendre cet état de droit et c'est dans ce contexte effectivement que nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors nous, bien sûr, nous ne sommes pas là pour faire de la diplomatie, nous ne sommes pas là pour aller sur les champs de bataille, nous ne sommes pas là pour faire autre chose que d'aider ceux qui ont besoin de nous. Mais quand la violence progresse, quand la diversité devient une cible, quand la peur domine et que la fraternité, une de nos valeurs essentielles, recule, eh bien, un mécanisme ancien profondément dangereux est en train de renaître. Et donc deux chemins se dessinent clairement, mesdames et messieurs. Celui du repli, des divisions, du renoncement, du non-respect des autres, et celui plus exigeant, conforme à ce que nous sommes, fidèle à notre histoire républicaine, de la solidarité, de la fraternité et de l'humanisme. Eh bien, nous, notre choix est fait. Nous sommes rentrés en résistance face au vent mauvais qui pèse sur notre pays, sur notre pacte républicain, issu notamment du Conseil national de la résistance. La LEFPA a des outils, des armes pacifiques, mais des armes. Et je pense notamment à la laïcité, association laïque, et par là même bienveillante, protectrice. Ce n'est pas une posture de circonstance, je vous le dis, c'est un engagement politique républicain. Notre laïcité n'exclut pas, elle protège les libertés, elle garantit la liberté de conscience, elle permet à chacun d'être pleinement reconnu comme citoyen, sans hiérarchie entre les croyances, les origines ou les identités. Eh bien, dans un monde où certains instrumentalisent ce concept de laïcité à des fins éminemment politiciennes, et je
rentrons pas dans le détail, vous m'aurez compris. Il faut que ces différences soient préservées. Il faut que cette bienveillance soit un outil d'intégration. Et il faut que le cadre commun que nous avons construit historiquement puisse rendre la diversité possible, acceptable, légitime. Elle permet, cette laïcité, à des femmes et des hommes différents de se reconnaître comme égaux en dignité et en droit. Et face au populisme qui rime souvent avec simplisme, nous devons être capables de refuser la facilité, qui ne peut pas être une fatalité dans les mois et les années à venir. Notre pays a déjà traversé des crises profondes, il s'en est toujours relevé, et notre devoir, le mien comme élu et comme parlementaire, le nôtre comme responsable associatif, est de tenir un cap, calmement, fermement, sans renoncer à notre exigence sociale. Et notre exigence sociale a été traitée, martelée. Tout à l'heure, j'ai cité Michel Caron, qui a porté le nouveau projet associatif de notre association. Et notre projet n'est pas neutre. Il n'est pas technique ou comptable. Il est profondément politique, au sens le plus noble du terme. Il dit ce que nous faisons de notre humanité commune. Il dit la place que nous voulons réserver aux plus fragiles. Quand la LEFPA s'étend territorialement, quand la LEFPA s'étend en ayant de nouvelles responsabilités par des partenariats ou même des demandes qui nous sont faites d'être repris, entre guillemets, par notre grande association, eh bien, ce ne sont pas des parts de marché que nous visons, ce sont des morceaux de vie que nous voulons protéger. Oui, la rigueur de gestion est nécessaire, Monsieur le Président. Et je sais que c'est un objectif majeur. Je salue au passage le trésorier qui ne peut pas être avec nous présent, mais on a eu ce matin, tout à l'heure, un bureau où on a évoqué longtemps ces questions. La rigueur de gestion est nécessaire, l'équilibre financier est naturellement indispensable, mais gérer n'est pas un horizon. La gestion doit être au service du projet politique que nous portons collectivement. Notre horizon est plus large. C'est celui de l'inclusion, c'est celui du pouvoir d'agir. Inclure, ce n'est pas simplement accueillir, c'est reconnaître chaque personne comme sujet, comme citoyen, comme acteur de sa propre vie, c'est donner la capacité de choisir, de s'exprimer, et donc, bien sûr, de participer pleinement à la vie citoyenne. En lisant les travaux de l'anthropologue Charles Gardou, on comprend que l'inclusion n'est pas un dispositif parmi d'autres. C'est un horizon politique, c'est un choix de société. Il nous rappelle que la fragilité ne concerne pas seulement quelques-uns, elle traverse toute la société, elle traverse tous les âges, tous les territoires. Et donc, dans ce cadre-là, nous devons rejeter toute forme d'exclusion, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit liée à l'âge, qu'elle soit liée au handicap ou simplement à l'origine sociale. C'est cela que nous voulons défendre en priorité, au travers d'un slogan, diront certains, le pouvoir d'agir. Mais le pouvoir d'agir n'est pas un slogan. C'est une exigence démocratique qui consiste à faire confiance, à partager les décisions, à reconnaître nos capacités, là où trop souvent on ne voit que des fragilités. Cette société inclusive n'est pas une société qui assiste, une société qui émancipe. Alors, je connais bien... participant au monde politique français, je connais bien les diatribes relatives à l'assistanat, au pognon de dingue qui circulent. Et même la dernière polémique qui a été engendrée contre les boomers, il y en a quelques-uns dans cette salle, par M. Bayrou, disant « mais voilà, il faut penser aux jeunes et il faut arrêter de voir les boomers comme étant des solutions ». Mais ces boomers sont des agents économiques, sont des agents sociaux majeurs. Il n'y aurait pas d'association dans notre pays sans retraités actifs. N'est-ce pas, mon cher Daniel ? Il faut le dire, il faut le revendiquer. Et donc, je n'accepte pas ces fractures artificielles qu'on est en train de lancer comme une sorte de diatribe pour essayer finalement d'exister sur un plan politique, pour ne pas dire là aussi politicien. En tout cas, chaque personne accompagnée par la LEFPA est une personne qui retrouve une part de dignité. Eh bien, dans cette société fragmentée, la vie associative est un espace où on apprend encore la fraternité concrète.
celle qui change la vie des gens, qui, étape par étape, considère que chacun d'entre nous a une place dans la société, encore une fois qu'il n'y a pas de fatalité à l'exclusion. Mesdames et messieurs, oui, nous croyons à une république qui protège, qui émancipe, qui rassemble, une république où nul n'est réduit à son origine, à sa croyance ou sa situation sociale, une république qui reconnaît chacun des siens parce que nous partageons un destin en commun. Tenir cette ligne aujourd'hui, elle n'est pas facile. Elle exige de l'abnégation, du courage, le courage de refuser la peur, le courage de défendre la laïcité que j'évoquais rapidement tout à l'heure, quand elle est mal comprise ou caricaturée, le courage de rappeler que la solidarité, la fraternité, l'inclusion, l'humanisme sont les piliers d'un pacte républicain qui est aujourd'hui bien trop malmené. Camus disait, une phrase bien connue, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Eh bien, je fais acte de cette citation en la corrigeant, entre guillemets, par celle de Jaurès sur le courage. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. La vérité, la dire et surtout agir. Nous agissons ensemble, notre vérité est simple. Le projet associatif laïque et républicain de l'ALEFPA n'est pas un vestige d'un passé révolu, c'est une nécessité pour préparer l'avenir, un souffle politique humaniste indispensable pour faire tenir la société aux côtés de l'humain. Mesdames et messieurs, en ce début d'année 2026, je vous souhaite une année de courage, d'engagement, de fraternité, de bienveillance et d'empathie au service de celles et ceux qui comptent le plus sur nous. Et pour y parvenir, il faut que vous-même, vous soyez heureux d'être là, d'être engagés et de penser à une année pleine d'espérance pour 2026. Je vous remercie. Bonne année. Chers amis, bonne année 2026 à toutes et à tous. Avant de tracer ce chemin pour l'avenir, rappelons brièvement ce que nous venons d'entendre. Nous avons entendu une parole qui nous encourage à maintenir le cap et à ne laisser personne en chemin. Malgré les tensions, notre force demeure dans nos équipes, nos territoires et notre capacité à innover sans perdre le sens. Nous avons ensuite entendu une parole tournée vers l'horizon. Les Outre-mer, la coopération, l'écologie, le projet agricole. Il y a un lien fort entre dignité, inclusion et respect du vivant. Nous avons enfin entendu une parole républicaine et humaniste. Les bases sont posées. La laïcité comme cadre protecteur, l'inclusion comme exigence et le refus de réduire notre action à une addition de chiffres. Ces trois voies, en vérité, n'en forment qu'une, celle d'une association lucide, ouverte, fidèle à ses valeurs. Une association qui refuse que l'humain recule et qui se bat pour ses valeurs. Une association qui ne laisse sur le chemin ni les personnes accompagnées, ni celles qui les accompagnent. Plus que jamais, les personnes que nous accompagnons ont et auront besoin des associations. Le contexte international et la situation politico-économique de notre pays ne nous permettent pas d'être optimistes à l'aube de cette nouvelle année. Il y a fort à craindre que les plus démunis de notre société subissent de plein fouet ce contexte ô combien inquiétant. Nous, associations, n'accepterons jamais que les plus fragiles d'entre nous soient la variable d'ajustement de difficultés financières au niveau de l'État ou des collectivités territoriales. Nous continuerons à œuvrer pour que ces citoyens trouvent leur place entière dans notre société. Nous serons toujours à leur côté pour leur permettre de vivre leurs projets et faire de leur vie ce qu'ils en auront décidé. Les années qui s'annoncent seront difficiles. Les moyens risquent de se réduire. Il nous faudra faire plus avec moins. L'ALEFPA a particulièrement conscience de ces difficultés. Il nous faudra à l'avenir être exemplaires et gérer au mieux les moyens qui nous sont alloués. Le conseil d'administration de notre association a conscience de cet état de fait et prendra les mesures qui s'imposent. Ce discours ne se veut pas alarmiste. Il veut poser les bases d'un nouveau mode de gestion
basée sur la réalité. Nous nous devons de mettre en place une gestion saine et efficace pour maintenir notre ambition. Il n'y a pas à l'ALEFPA d'un côté une gouvernance et de l'autre une direction. Il y a une équipe qui veut être au plus près du terrain et qui avance ensemble car nous œuvrons tous pour la même cause. Nous avons la volonté de surpasser ces difficultés pour continuer à offrir aux personnes que nous accompagnons les prestations dont elles ont besoin. L'ALEFPA, au cours des 10 dernières années, s'est développée de façon importante. Plus de 80 établissements en 10 ans. De nombreuses associations nous ont rejoints. Cela est une preuve d'attractivité de notre association. Chaque reprise, et je le sais pour l'avoir vécu avec Alter Ego, nécessite un temps d'acculturation et d'intégration. Pour l'ALEFPA, il est maintenant temps de travailler sur son organisation, celle d'une association de 5000 salariés, présente sur 25 départements et accompagnant plus de 25 000 personnes. Dans les quelques années qui sont devant nous, nous allons devoir faire preuve de rigueur. Rigueur dans la gestion des établissements, rigueur dans notre management, mais aussi rigueur dans nos choix stratégiques. C'est à ce prix que nous pourrons continuer à accompagner chacun dans son projet, car telle est là notre mission. Accompagner chacun dans son projet, c'est se mettre à son niveau. C'est lui donner les outils nécessaires à la réalisation de son projet. Chaque personne est une, et son originalité mérite une attention particulière. Être éducateur aujourd'hui à l'ALEFPA, ce n'est pas seulement protéger, accueillir, c'est permettre à chacun de s'épanouir en fonction de ses propres choix et de faire ses propres expériences. Dans l'éducation, il y a une prise de risque mesurée. Il est fini le temps où l'on pensait à la place de l'autre en affirmant que c'était pour son bien. L'autre est entier. Il se construit petit à petit en fonction de ses propres choix et pourquoi pas de ses rêves. À la suite d'essais et d'erreurs, il va construire son propre projet de vie. Nous ne sommes là que pour l'accompagner dans son évolution. Vous le voyez, la tâche qui nous attend dans les prochaines années est rude, mais ô combien passionnante. L'ALEFPA est devenue, grâce surtout à l'action de mes prédécesseurs, qu'ils en soient ici félicités et remerciés, une grande association nationale, mais a su rester, du fait de son organisation, une association proche du terrain. Ce qui est vrai aux Antilles ne l'est pas forcément en Nouvelle-Aquitaine, mais ce qui est fait dans Bourgogne-Franche-Comté peut être inspirant pour la Réunion. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée de mettre en avant 2 personnes incontournables de notre association et qui ont été reconnues et mises à l'honneur par notre République. Il s'agit de François Cuvelier, notre vice-président chargé d'Outre-mer et de la coopération internationale, qui s'est vu en décembre remettre les palmes académiques. Ton engagement dans notre association, mon cher François, mérite cette reconnaissance. La deuxième personne que je voudrais évoquer n'est autre que notre directeur général Olivier Baron, qui a été promu en janvier au titre de chevalier de la Légion d'honneur. Nous connaissons tous, cher Olivier, ton professionnalisme. Nous connaissons tous, cher Olivier, ton professionnalisme allié à tes qualités humaines qui ont permis grandement à l'ALEFPA d'être aujourd'hui ce qu'elle est. Merci, cher Olivier, pour tout ce que tu as fait et ce que, j'en suis persuadé, tu continueras de faire. À travers vous, messieurs, c'est l'action de notre association qui est reconnue. Une nouvelle fois, je vous demande de les applaudir. Les temps sont durs, mais la volonté de l'ALEFPA reste intacte. Tous ensemble, nous allons continuer à avancer dans l'intérêt des personnes qui nous sont confiées. Tous ensemble, nous voulons contribuer à la construction d'un monde meilleur où chacun trouvera sa place. Je vous remercie de votre attention.